Voyons maintenant le théorème des valeurs intermédiaires. C'est un théorème très important. On en donne ici un premier énoncé, on verra qu'il y a des énoncés équivalents. Si f est un intervalle i, si f est une fonction d'un intervalle i de r vers r et qu'elle est continue, alors quel que soit AB appartenant à i et a inférieur à b, si y est entre f de a et f de b, f de a peut très bien être supérieur ou égal à f de b. Alors il existe x appartenant à b tel que f de x est égal à y. C'est évident si f de a est égal à f de b, parce que alors y va être égal à f de a et donc on peut prendre x égale a. C'est évident aussi si y est égal à f de a, on prend x égale a, ou f de b, on prend x égale b. Donc il nous reste ce cas-là à étudier, ou ce cas-là. Dans ce cas-là, on considère l'ensemble E des x appartenant à b tel que f de x inférieur ou égal à y. A, évidemment, appartient à E, puisque f de a est inférieur ou égal à y, donc E n'est pas vide. Et les x appartenant à E sont inférieurs ou égaux à B, donc E est non vide majoré par B. D'après le théorème de la bande sup, il admet une bande supérieure alpha, qui est le plus petit des majorants de E, donc alpha est inférieur ou égal à B. Si les x appartenant à E ils sont tous supérieurs ou égaux à A, donc A est inférieur ou égal à alpha. Donc alpha est compris entre A et B. Si n appartient à n étoiles, d'après une des propriétés de la borne supérieure, il existe xn appartenant à E, tel que alpha moins 1 sur n est inférieur ou égal à alpha, parce que alpha moins 1 sur n n'est pas un majorant. La limite de alpha moins 1 sur n, la limite de xn, pardon, ça va être alpha, puisque ça tend vers alpha. Mais, comme xn appartient à E, f de xn est inférieur ou égal à y. Xn tend vers alpha. Et f est continu. D'accord? Donc, f de alpha est inférieur ou égal à y. Si alpha est égal à b, si alpha égale b, ça fait f de b inférieur ou égal à y, mais on a déjà y qui est inférieur à f de b strictement, donc c'est pas possible. Donc alpha est inférieur à b. On trouve un n assez grand, supérieur à 1 sur b moins alpha, qui assure que alpha plus 1 sur n est inférieur à b. Pour n supérieur à ce grand n, supérieur ou égal d'ailleurs, a est inférieur ou égal à a, ça, alpha, on le sait, qui est inférieur à alpha plus 1 sur n, qui est inférieur à b. Donc le f de alpha plus 1 sur n, il est forcément supérieur à y, parce que alpha plus 1 sur n n'est pas dans E. D'accord? Voilà. Donc f, comme f est continu, si on fait tendre n vers plus infini, comme ça tend vers alpha, ça nous donne que f de alpha est supérieur ou égal à y. Attention, supérieur ou égal. Mais comme alpha était inférieur ou égal à y, on obtient alpha, f de alpha est égal à y. Voilà, dans le cas où on a ça, on considère g égale moins f, continue sur AB, comme f. Et à ce moment-là, on a ça. Et donc, il existe x appartenant à AB tel que g de x soit égal à moins y. Et en remplaçant g par moins f, ça nous fait f de x égale y. Autre démonstration, dans le cas où y est strictement compris entre f de a et f de b, puisque tous les autres en découlent, ou sont évidents, si f de a plus b sur 2 est inférieur ou égal à y, eh bien on va remplacer ce segment AB que j'appelle A0, B0 par le segment A1, B1 qui sera égal à A plus B sur 2, B. Et on aura y qui appartient à f de A1, f de B1. Sinon, on a ça, et on remplace A0, B0 par le segment A1, B1 qui sera égal à ça, et on aura encore y qui appartient à f de 1, f de b1. Et on réitère comme ça le procédé, une infinité de fois. Alors, ça mériterait presque une récurrence, supposons qu'on ait réussi à aller jusqu'à n, bn, puis là on refait la même chose, et on montre qu'on va jusqu'à an plus 1, bn plus 1, etc. Là, je vais plus vite. On construit ainsi des suites à n, bn,
Alors évidemment, AN est une suite croissante parce qu'on a des segments qui sont emboîtés les uns derrière les autres, c'est-à-dire AN plus 1, BN plus 1, il est inclus dans le segment ANBN. Et à chaque fois, on divise les segments par 2, donc BN plus 1 moins AN plus 1, en valeur absolue, que je mets mais qui sont inutiles, est égal à BN moins AN sur 2, si bien que BN plus 1, BN pardon, moins AN en valeur absolue est égal à B moins A sur 2 puissance n, et donc tend vers 0. D'accord? Et à chaque fois, on a Y qui est entre F de AN et F de BN. Donc en fait, il se passe quoi? Soit on utilise le théorème des segments emboîtés, soit on utilise la théorie des suites adjacentes, parce que ces deux suites, AN, BN, là, elles sont adjacentes, parce que AN est croissante, BN décroissante, et l'écart entre les deux tend vers 0. Ça tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Donc soit on utilise le théorème des segments emboîtés, soit le fait que AN et BN soient adjacentes, mais dans les deux cas, de toute façon, AN et BN auront la même limite, que j'appelle alpha. J'utilise ensuite la continuité de F, et donc ici, je passe à la limite, ça tend vers alpha, donc f de AN tend vers f de alpha, qui va être inférieur ou égal à Y, qui va être inférieur ou égal, et bien ça tend aussi vers f de alpha. Et d'où j'obtiens Y est égal à f de alpha, et donc on a démontré le théorème des valeurs intermédiaires. Nous voyons maintenant deux autres énoncés du théorème des valeurs intermédiaires, deux énoncés qui sont équivalents à celui que nous venons de démontrer. L'image d'un intervalle I par une fonction f continue de I vers R est un intervalle de R. Donc I est un intervalle, f de I est un intervalle, si f est continu bien sûr. Énoncé, autre énoncé, si f est continu sur AB à 1 inférieur à B et que f de A, f de B, multiplication, est inférieur à 0, c'est-à-dire f de A et f de B n'ont pas le même signe, alors il existe x appartenant à B tel que f de x égale 0. C'est l'idée que si une fonction est continue donc, et qu'elle prend que f de A et f de B n'ont pas le même signe, et bien forcément la courbe doit traverser. Donc il existe x tel que f de x égale 0. Montrons l'équivalence entre ces trois énoncés. Donc montrons d'abord que 1 implique 2. Si f est continu d'un intervalle I vers R, on prend Y1, Y2 appartenant à f de I, donc Y1 égale f de A, Y2 égale f de B, quitte à échanger Y1, Y2, on suppose A inférieur ou égal à B, et on prend Y1 appartenant à Y appartenant à Y1, Y2. Donc entre les deux. Donc d'après le 1, il existe X appartenant à B, tel que f de X égale Y. À ce moment-là, Y appartient à f de I. On a donc Y qui appartient à Y1, Y2, implique Y appartient à f de I. Donc ça veut bien dire que Y1, Y2 est inclus dans f de I à chaque fois qu'on prend Y1, Y2 appartenant à f de I. Donc f de I est bien l'intervalle. Réciproquement, si AB appartient à I, A inférieur à B, Y appartenant à f de A, f de B, AB est un intervalle, donc f de AB aussi. Donc si je prends X appartenant à AB, eh bien ça veut dire que Y est un f de X. Donc on a bien 2 qui implique 1 et donc 1 équivalent à 2. 1 implique 3, parce que si on a f de A fois f de B inférieur à 0, on a 0 qui appartient à f de A, f de B. Donc il existe x appartenant à b tel que f de x égale 0. Mais x n'est pas égal à A ni à B parce que f de A, f de B est inférieur à 0. Donc f de A n'est pas égal à 0, f de B n'est pas égal à 0. Donc x appartient à B ouvert. Réciproquement, si je suppose vrai 3, A inférieur à B, Y appartenant à f de A, f de B, bon bah les cas f de A égale f de B, ça c'est évident, hein, x égale A. F de A égale, ou Y égale F de A, ou Y, donc là c'est X égale A, ou Y égale F de B, c'est X égale B, sont évidents. Il ne reste plus que ça, ou bien F de B inférieur à Y, inférieur à F de A. Mais bon, le deuxième cas, on a vu qu'il revenait au premier en changeant F par moins F. Donc on va supposer ça. Donc en enlevant Y, ça nous fait ça. D'accord? Donc je prends la fonction G de AB vers R, qui à X fait correspondre à F de X moins Y.
Donc ça me dit que G de A est inférieur à 0, est inférieur à G de B. Donc que G de A, G de B n'ont pas le même signe et donc leur produit est négatif. Donc il existe X appartenant à B, j'aurais pu dire ouvert, tel que G de X égale 0, ce qui implique F de X est égal à Y. Et c'est terminé. Autre démonstration encore plus courte, mais qui nécessite d'avoir des connaissances de topologie. Si F de I vers R est continu, comme I est un intervalle, c'est un connexe, c'est un ensemble connexe de grand R, là il faut connaître les connexes. Donc F de I est un connexe de grand R, et les connexes de grand R, il se trouve que c'est les intervalles, donc F de I est un intervalle. Conséquence de tout ça, si F de I vers R est continu et que I est un intervalle, F de I étant un intervalle, il va être d'une de ces quatre formes où AB appartiennent à R bar. Alors on remarquera que si F est de cette forme-là, à condition là aussi d'avoir des connaissances de topologie, et que F est continu, eh bien cet ensemble-là est compact, et donc son image par une fonction continue est un compact, donc un fermé borné de R, et donc il est forcément de cette forme-là. Alors on va démontrer ce résultat sans utiliser de connaissances de topologie. Propriété, soit F une fonction du segment AB vers R continu, l'image du segment AB est un segment, M grand M. Petit m, grand M appartiennent à R, petit m inférieur ou égal à M. Ce qui veut dire que F est borné et atteint ses bornes. C'est-à-dire que tous les f de x sont entre petit m et grand M, et petit m est un f de U, par exemple, grand M est un f de V, avec U et V qui sont dans AB. Démonstration, si f n'était pas majoré, alors quel que soit n, petit n appartenant à grand N, il existe un xn appartenant à B, tel que f de xn est supérieur à petit n. Comme xn est une suite bornée, puisque les xn appartiennent à ça de R, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite convergente. Donc je l'appelle xnk, cette sous-suite, elle converge vers alpha. Donc la limite de xnk quand k tend vers plus l'infini, c'est alpha. Comme f est continu, la limite des f de xnk va être f de alpha. Donc maintenant, soit un entier naturel supérieur à f de alpha. Alors si k est supérieur à grand N, nk est supérieur ou égal à k, donc supérieur à grand N, et donc f de xnk qui est supérieur à nk va être supérieur à grand N. Donc en fait, à partir d'un certain rang, tous les f de xnk sont supérieurs à grand N. Mais grand N, il est supérieur à f de alpha. Donc c'est en contradiction avec la limite de f de xnk est égale à f de alpha, puisque grand N est supérieur à f de alpha. Donc petit f est majoré. Donc petit f est majoré. Comme f est continu, moins f est aussi continu, et donc si on applique le résultat précédent, moins f va être majoré. Donc moins f majoré, ça veut dire que f est minoré. Donc f est minoré et majoré, donc borné. Alors, f de AB est donc non vide, majoré, donc il admet une borne supérieure que je vais appeler grand M. Supposons que f de x, qui est toujours inférieur ou égal à grand M, ne soit jamais égal à grand M. On dit que f de x soit inférieur à m, quel que soit x appartenant à b. Je considère la fonction g de AB vers R, définie par x, donne 1 sur m moins f de x. C'est possible, puisque ça ne s'annule jamais ici. Bon, c'est une fonction composée de fonctions continues, elle est continue. Elle est continue, donc majorée, donc g de x est inférieur à alpha. Ça, c'est une fonction positive, donc g de x est inférieur à alpha, qui est strictement positif. Donc m moins f de x va être supérieur à 1 sur alpha, et donc f de x va être inférieur à m moins 1 sur alpha. Donc j'ai été capable de trouver un alpha positif tel que f de x soit inférieur à m. D'accord, parce que cet alpha là, il est positif. Voilà. Bon, ça veut dire que grand M n'est pas la borne supérieure à ce moment-là, puisque m moins alpha, 1 sur alpha, est inférieur à m. Donc, une contradiction avec le fait que m est la borne supérieure.
Donc finalement, il existe un réel entre A et B tel que M égale f de V. De la même façon, f de AB a une borne inférieure à M qui est prise pour une valeur V, donc f de V, où V appartient à AB. Donc de ça, puisque f de AB était puisque f de AB était inclus dans petit m grand M, dans le segment petit m grand M, et que c'est ça, petit m grand M, donc on a cette inclusion. Maintenant, f de U et f de V, ils appartiennent à l'intervalle f de AB. D'accord? Donc, ça veut dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, comme ça c'est un intervalle, ça veut dire que ça, tout ça, entre ces deux valeurs-là, ça doit être inclus dans f de AB. Donc ça veut dire que ce segment-là est inclus dans f de AB, mais f de AB est inclus dans celui-là. Donc f de AB est égal à celui-là. Voilà. Et donc on a fini la démonstration. Si f est continu sur un segment AB, f est borné et atteint ses bornes. Théorème très important. Alors, un petit théorème du point fixe, il y en a une multitude, on en verra un deuxième d'ailleurs par la suite. Si f est continu du segment AB et prend ses valeurs dans le segment AB, A inférieur à B. Alors, il existe x appartenant à AB tel que f de x est égal à x. Démonstration, si f de A est égal à A, il suffit de prendre x égale A. Si f de B égale B, on prend x égale B. Et sinon, f de A est forcément supérieur à A puisqu'il doit être dedans et il n'est pas égal à A. Et f de B est forcément inférieur à B puisqu'il est entre A et B et pas égal à B. Voilà. Alors là, AB, les x ils sont là, on doit arriver là, donc ça fait ce genre de courbe et forcément ça va traverser, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où effectivement f de x est égal à x. On considère la fonction g qui a x appartenant à AB associe f de x moins x. Elle est continue, puisque composée de deux fonctions continues. G de A égale f de A moins A, c'est positif parce que f de A est supérieur à A. Et G de B égale f de B moins B, c'est négatif puisque f de B est inférieur à B. Donc on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe x appartenant à B tel que G de x égale 0. Ce qui veut dire f de x égale x. Et donc c'est gagné. Voyons maintenant un autre théorème du point fixe avec une fonction monotone, soit f, une fonction monotone du segment AB vers lui-même. Alors il existe x appartenant à AB tel que f de x est égal à x. Ce qui est très important, c'est qu'ici on a le même segment. Sur un dessin, ça donne ça. Même segment, à droite y égale x. Bon, si la fonction est croissante, qu'elle part de là, f de A, qu'elle arrive là, f de B, on sent bien que si elle est croissante, elle pourrait couper l'axe des x. Pourtant, il n'y a pas d'hypothèse de continuité. Et inversement, si elle est décroissante, je vais me retrouver avec ça, et puis à ça, et puis là, c'est pareil, je sens bien qu'il faut couper. Alors supposons d'abord f croissante, et on considère E égale l'ensemble des x appartenant à B, tel que f de x est supérieur ou égal à x. Il est non vide, parce que f de A appartient au segment AB, donc f de A est supérieur ou égal à A, donc f de A supérieur ou égal à A, donc A appartient à E. D'autre part, les éléments de E sont inférieurs ou égaux à B, donc E est non vide majoré par B, donc elle met une borne sup M qui est entre A et B. Si M appartient à E, f de M est supérieur ou égal à M, et donc f de M est supérieur ou égal à f de M parce que f est croissant. Mais à ce moment-là, ça veut dire que f de M appartient lui-même à E, et donc f de M est inférieur ou égal à M. Et comme f de M est supérieur ou égal à M, j'ai f de M égale M, donc en fait je prends ici x égale M, c'est terminé. Si M n'appartient pas à E, alors f de M est strictement inférieur à M, et propriété de la borne sup, il existe x appartenant à E coincé entre les deux. X appartient à E, donc il va vérifier f de x supérieur ou égal à x. Mais ici, la fonction étant croissante, j'ai f de x qui est inférieur ou égal à f de M, et f de M f de x est inférieur ou égal à f de M, et f de M est inférieur ou égal à x. Donc f de x est inférieur ou égal à x. Mais f de x est supérieur ou égal à x, donc égal. Donc ça marche aussi. Si f est décroissante, eh bien on remarque que si x est inférieur ou égal à y entre moins b et moins a, eh bien on a, en multipliant tout par moins 1,
A inférieur ou égal à moins Y inférieur ou égal à moins X inférieur ou égal à B. Donc f de moins X est inférieur ou égal à f de moins Y parce que f est décroissante sur AB. Donc moins f de moins X est supérieur ou égal à moins f de moins Y. Voilà. Et d'autre part, si X appartient à moins B moins A, moins X appartient à AB, f de moins X appartient à AB, et donc moins f de moins X appartient à moins B moins A. Donc en fait, je me retrouve avec une fonction G définie sur l'intervalle moins B moins A, à valeur dans moins B moins A, qui est G de X égale moins f de moins X. Et ce que je viens de démontrer, c'est qu'elle existe et qu'elle vérifie ça. Et donc qu'elle est croissante, cette fonction. Donc il existe un grand X appartenant à moins B moins A, tel que G de grand X est égal à grand X, ce qui veut dire que moins f de moins X est égal à grand X. Donc f de moins X est égal à moins grand X. Donc f de t est égal à t, ou t est égal à moins X. Et comme X appartient à moins B moins A, et bien moins grand X appartient à AB. Et c'est gagné, j'ai trouvé t appartenant à AB avec f de t est égal à t. Et ce théorème des points fixes est démontré. On voit maintenant la continuité uniforme d'une fonction f définie sur un intervalle i à valeur dans R. Elle est uniformément continue si quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que quel que soit xy appartenant à i, dès que x moins y en valeur absolue est inférieur à nu, eh bien f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur à epsilon. Autrement dit, on est capable de mettre la courbe dans un tuyau de largeur epsilon. D'accord ? Alors qu'avec la continuité, on pouvait faire ça que localement autour d'un point. Là, on peut le faire sur tout l'intervalle. Donc c'est une notion qui est plus forte que la continuité. Et d'ailleurs, continuité uniforme implique continuité. Si on fixe x0 appartenant à i et qu'on prend epsilon positif, on applique la définition de la continuité uniforme. Donc il existe nu positif tel que xy appartient à i et valeur absolue de x moins y inférieure à nu implique ça. On choisit maintenant y égale x0. Dès que x appartient à i et qu'il vérifie x moins x0 inférieur à nu, alors on va avoir f de x moins f de x0 inférieur à epsilon, ce qui donne la continuité en x0, quel que soit x0 appartient à i, donc la continuité sur l'intervalle. La définition d'une fonction lipschitzienne de rapport lambda positif, c'est une fonction de i vers R, vérifiant valeur absolue de f de x moins f de y, inférieur ou égal à lambda vecteur de valeur absolue de x moins y, quel que soit xy, appartient à i. Alors, f est uniformément continu. Démonstration, si on prend epsilon positif, et qu'on choisit valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à epsilon sur lambda, dès qu'on prend xy appartenant à i, vérifiant ça, eh bien f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur ou égal à lambda x moins y, d'après ça, donc lambda valeur absolue de x moins y, mais comme valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à epsilon sur lambda, ça nous fait donc inférieur ou égal à epsilon, quel que soit xy appartient à i. Donc elle est uniformément continue. Parce que là, j'ai mis inférieur à epsilon, mais on peut mettre inférieur ou égal, comme pour la continuité d'ailleurs, comme pour les limites. Voilà. Alors maintenant, nous finissons par un autre théorème du point fixe, soit I un intervalle fermé de R, et on impose à lambda, cette fois-ci d'étant supérieur à 0, ça l'était déjà, mais inférieur à 1, si f de I vers R vérifie f de I inclus dans I, très important, et lambda, et f et lambda lipschitzienne, donc de rapport lambda, alors il existe un unique point fixe, c'est-à-dire un unique point x appartenant à I, tel que f de x égale x. Et pour toute suite un de I, vérifiant U0 appartient à I et la relation de récurrence UN plus 1 est égale à F de UN, on a UN converge vers X. Démonstration, eh bien on prend U0 appartient à I, on définit la suite UN par cette relation de récurrence. Pour n supérieur ou égal à 1, UN plus 1 moins UN égale F de UN moins F de UN moins 1.
est donc inférieur ou égal à lambda, valeur absolue de un moins un moins 1. Donc un plus 1, en refaisant ça plein de fois de suite, n fois de suite, un plus 1 moins un va être inférieur ou égal à lambda u1 moins u0, on fait une simple récurrence. On donne n appartenant à grand N, P supérieur ou égal à N, Q appartenant à N, UP plus Q moins UP. Je peux l'écrire UP plus Q moins UP plus Q moins 1, plus UP plus Q moins 1, moins UP plus Q moins 2, etc. Et je finis par UP plus Q moins UP. Voilà. Et maintenant, je mets des valeurs absolues. Donc c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Alors chaque valeur absolue va être inférieure ou égale à quoi? Celle-là à lambda P plus Q moins 1, c'est d'après cette propriété-là, U1 moins U0. Celle-là à lambda P plus Q moins 2, U1 moins U0. Et je finis par celle-là, lambda à la puissance P, vecteur de U1 moins U0. Je mets en facteur valeur absolue de U1 moins U0, et donc ça me donne ça. Là, je mets lambda P en facteur, il va être facteur de 1 plus lambda jusqu'à lambda Q moins 1, U1 moins U0, valeur absolue. Donc ça fait lambda puissance P, 1 moins lambda puissance Q sur 1 moins lambda. Mais ça, comme lambda est inférieur à 1 moins lambda à la puissance Q, c'est inférieur. Ça, c'est compris strictement entre 0 et 1, donc c'est inférieur à 1 sur 1 moins lambda. Et lambda, si je prends P supérieur ou égal à N, eh bien, lambda à la puissance P est inférieur ou égal à lambda puissance N, puisque lambda est entre 0 et 1. Donc, j'obtiens ce résultat, et quand grand N tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, puisque lambda est strictement compris entre 0 et 1. Donc, ça veut dire que ça, UP plus Q moins UP tend vers 0, ça veut dire que quel que soit, ça va tendre vers 0. Ça tend vers 0. Donc epsilon pour epsilon positif. Voilà. Il existe grand N1, tel que si grand N est supérieur ou égal à N1, eh bien ce truc-là est inférieur à epsilon. Donc l'autre va être inférieur à epsilon aussi, puisqu'il est plus petit. D'accord? Inférieur ou égal, peu importe. Voilà. Et donc ça va être vrai, quel que soit P supérieur ou égal à N, et Q appartenant à N. Donc ça veut exactement dire qu'on a affaire à une suite de Cauchy. Mais c'est une suite de nombres réels, dans R qui est complet. Donc elle est convergente vers un réel X. Et comme les UN appartiennent à I et que I est fermé, la limite de UN va appartenir à I. Donc X appartient à I. UN plus 1 est toujours égal à F de UN. Alors UN tend vers X, comme F est continu, F de UN tend vers F de X, et là, UN plus 1 tend vers X. Donc on a l'égalité X égale F de X. Donc X est bien un point fixe. Supposons qu'il y a un autre point fixe, Y, différent de X. Eh bien je vais avoir valeur absolue de F de X moins F de Y qui est inférieure ou égale à lambda valeur absolue de X moins Y parce qu'elle est lipschitzienne. Mais ça fait X, ça fait Y, donc j'obtiens ça, d'accord? Et j'obtiens même, si comme lambda est strictement compris entre 0 et 1, si X est différent de Y, je vais même obtenir inférieur strictement à valeur absolue de X moins Y, ce qui est impossible si ici j'ai deux nombres non nuls. Donc, ça veut dire que Y est égal à X, donc il y a un unique point fixe, d'accord? Et bon, si je prends n'importe quelle suite définie par U0 et cette relation de récurrence, je viens de voir que ça tend vers X. Donc, j'ai démontré le théorème du point fixe. Nous démontrons maintenant le théorème de Hein. F est une fonction continue sur un segment AB, alors F est uniformément continue sur AB. Toute fonction continue sur un segment est uniformément continue. Eh bien, supposons le contraire, donc il existerait epsilon positif, tel que quel que soit nu positif, il existe deux réels x, y appartenant à AB, vérifiant valeur absolue de x moins y inférieure à nu, et valeur absolue de f de x moins f de y supérieure à epsilon. Prenons nu égale 1 sur n, avec n appartenant à n étoile.
Il existera donc xn et yn appartenant à AB, vérifiant xn moins yn inférieur à 1 sur n, et f de xn moins f de yn supérieur à epsilon. La suite xn est bornée dans R, puisqu'elle appartient à AB. Donc d'après Bolzano-Weierstrass, on peut trouver une sous-suite xnk de xn qui converge vers alpha. Forcément dans le segment AB, puisque les xn sont dans AB, qui est fermé. Donc quand on fait tendre xnk, la limite appartient à AB. Quel que soit epsilon 1 positif, il existe donc P, tel que K supérieur ou égal à P, implique xnk moins alpha inférieur à epsilon 1 sur 2. Soit Q, un entier naturel, qui est supérieur à 2 sur epsilon 1. Si K est supérieur à Q, alors nk est supérieur ou égal à K, supérieur à Q. Qu'est-ce qui va se passer pour xnk moins ynk? Il est inférieur à 1 sur nk. Donc 1 sur nk va être inférieur à 1 sur q. Et 1 sur q, c'est inférieur à epsilon 1 sur 2. Nk moins alpha en valeur absolue, inégalité triangulaire. Ça, c'est inférieur à epsilon 1 sur 2, ça aussi. Donc c'est inférieur à epsilon 1 dès que k est supérieur à q. Ce qui veut dire, et donc là c'était avec un epsilon 1 quelconque, quel que soit epsilon 1, j'ai su trouver q tel que k supérieur à q implique que nk moins alpha est inférieur à epsilon 1. Donc ça veut dire que ynk, la suite, converge vers alpha. Comme xnk qui convergeait vers alpha. Donc f de xnk moins f de y. Alors, comme f est continu, f de xnk tend vers f alpha, f de ynk aussi, et l'écart entre les deux tend vers 0. Donc il existe P tel que k supérieur à P implique que f, valeur absolue de f de xnk moins f de ynk est inférieur ou égal à epsilon. Alors on a bien xnk moins ynk qui est inférieur à 1 sur nk, c'est ce qui est ici. Mais f de xnk moins f de ynk, qui devait être supérieur à epsilon, il est inférieur ou égal à epsilon. Il y a donc une contradiction. Et donc ça veut dire qu'on a mal supposé, donc la fonction est uniformément continue. Un contre-exemple pour finir, la fonction f définie sur l'intervalle semi-ouvert, semi-fermé, un intervalle qui est borné de R, mais semi-ouvert, qui à x fait correspondre sinus 1 sur x, et donc comme c'est sinus de quelque chose, alors d'abord c'est défini, et puis c'est borné, inférieur ou égal à 1, et puis c'est continu comme composition de 1 sur x et de sinus, parce que sinus, on l'admet à ce stade, mais on le verra après, est continu. Si la fonction était uniformément continue, quel que soit epsilon positif, il existerait nu positif, tel que valeur absolue de x moins y inférieure à 2 impliquerait f de x moins f de y en valeur absolue inférieure à epsilon. Prenons xn égale 1 sur pi sur 2 plus 2npi, yn 1 sur 2npi, donc ils tendent tous les deux vers 0. Donc la différence tend vers 0, il existe n tel que n supérieur ou égal à grand N, implique valeur absolue de xn moins yn inférieure à nu. Mais, et c'est là le problème, f de xn moins f de yn, donc c'est f de 1 sur x, donc ça fait sinus de pi sur 2 plus 2npi moins sinus de 2npi, ça fait 0, ça fait 1, et donc ça fait toujours 1. Et nous, on voudrait que ça soit inférieur à epsilon. Si on a choisi un epsilon qui vaut 1,5, 1 va être supérieur à epsilon, il ne sera pas inférieur. Donc la fonction f n'est pas uniformément continue.